Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au principe fondamental de la statique. Ce cours est basé sur la cinématique qu'on a vue précédemment, donc si vous ne l'avez pas regardé, regardez cette vidéo, ou alors mettez-vous à jour sur la cinématique, on va en avoir besoin. On va s'intéresser maintenant à l'action des forces sur des objets dits statiques. Alors, tout d'abord, deux petites définitions. Le système et les forces. Un système, c'est un ensemble d'objets parfaitement identifiés que l'on va étudier. Vous pouvez par exemple prendre ce téléphone, il est composé de plein d'atomes et de molécules, et c'est parfaitement identifié, il n'y a pas de molécules qui sortent ou de molécules qui rentrent, et donc voilà, il est parfaitement identifié. Et on va rajouter une petite notion dans le cadre de ce cours, on va s'intéresser à un système ponctuel, c'est-à-dire qu'on va imaginer que toutes les molécules sont ramassées en un seul point, et on ne va pas s'intéresser aux rotations de cet objet, mais simplement au mouvement global de l'objet. Pour s'intéresser aux rotations de l'objet, il faudrait faire de la mécanique du solide, et c'est ce que vous ferez en deuxième année à l'université Savoie-Mont-Blanc. Alors, qu'est-ce qui n'est pas un système parfaitement identifié? Qu'est-ce qui n'est pas un ensemble d'objets parfaitement identifié? Par exemple, si je prends un petit volume de gaz, il y a des molécules qui rentrent et qui sortent de gaz, ou de fluide, de l'eau par exemple. Donc ça, il va falloir modifier un petit peu notre démarche pour étudier le déplacement des fluides, c'est ce qu'on appelle la mécanique des fluides, et vous verrez ça plus tard dans votre formation, plutôt en licence 3 ou en licence 2, ça dépend, mais très souvent en licence 3 dans les formations. Alors pour l'instant, on s'intéresse à des objets parfaitement définis. Maintenant, la notion de force. Imaginons, on a un petit bonhomme qui pousse une table et on aimerait décrire cette force. Alors une force, c'est une action mécanique, je vais agir sur mon environnement, et pour définir une force, il va falloir que je précise son intensité. Est-ce que je pousse plus ou moins fort, donc avec une certaine précision, ce sera l'idée de donner une force en newton. L'unité, c'est newton, je vous rappelle. On va avoir également où est-ce qu'on applique la force, donc là c'est le point d'action qui va être important, et on va devoir donner le sens et la direction de cette force. Pousser comme ceci ou pousser comme ça n'a rien à voir. Donc l'outil idéal pour décrire une force, vous le voyez venir, c'est un vecteur. Le vecteur, ça va vraiment être l'outil pour décrire une force, et donc en fait une force, pour nous, ce sera le vecteur force, ce sera sous-entendu à chaque fois un vecteur. Alors on va différencier deux types de forces, des forces qu'on va dire internes et des forces externes à notre système. Donc je reprends mon exemple de téléphone, les atomes de mon téléphone tiennent les uns aux autres parce qu'il y a des forces électromagnétiques entre elles, des forces de charge plus et des charges moins, il y a aussi des forces autres, des forces de cohésion au niveau de l'atome, et tout ceci fait que mon objet, tient sur lui-même, c'est un solide, et ça, ce sont des forces qui sont intérieures à mon système, qui agissent à l'intérieur de mon système. Alors que si je prends mon téléphone et que je lâche là, il va tomber, et cette force, c'est dû à la Terre qui attire mon objet, c'est une force de gravitation, c'est le poids, la force elle-même, et ça c'est une force qui est extérieure à mon système. Donc vous avez deux types de forces, les forces internes et les forces externes, et ça va avoir une importance lorsqu'on va énoncer les principes fondamentaux. Alors, voilà un autre exemple. Si vous avez une charge positive et une charge négative, une charge positive de masse M1 et une charge négative de masse M2, vous savez que deux charges de signes opposés vont s'attirer, donc il va y avoir une force qui va les attirer, une force attractive, et cette force, je vais la noter F de 2 sur 1. Ici, je mets celui qui subit la force, et ici, celui qui génère la force, donc c'est bien la masse 1, qui subit la présence de 2, et ici, c'est la masse 2 qui va subir la présence de la masse 1. Donc c'est la force de 1 sur 2, c'est une notation, il y a différentes façons de noter, c'est comme ça que je le ferai dans ce cours, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, et ici, on a ces deux forces attractives. Alors maintenant, revenons-en à nos forces internes et externes. Une force interne, par exemple, si je prends mon système qui est composé de M1 et M2, je noterai comme ça les systèmes de façon abrégée, avec des accolades. Si je prends ce système, finalement, la force de 2 sur 1 ou la force de 1 sur 2 deviennent des forces internes. Ce sont des forces internes à mon système, à l'intérieur de mon système. Alors si maintenant je prends que la masse M1 comme système, voilà, et la force 2 sur 1, la force de 2 qui agit sur 1, devient une force externe, une force extérieure. Donc vous voyez que définir mon système, ça me permet de savoir quelles sont les forces extérieures et les forces intérieures à mon système, et sera vraiment une implication importante lorsque je vais vous énoncer le principe fondamental de la statique et le principe fondamental de la dynamique dans la prochaine vidéo.
Alors, si on pousse un petit peu plus loin, on va avoir une autre définition, c'est ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Si vous avez un système, par exemple M1, qui subit des forces, et que toutes ces forces s'annulent entre elles, c'est-à-dire que si je fais la somme de mes forces, eh ben, ça fait 0, et ben, je dirais que mon système est à l'équilibre, ou que j'ai l'équilibre des forces. On parlera plus facilement de système à l'équilibre, un système qui subit des forces extérieures qui s'annulent. Attention, ce sont les forces extérieures qui importent, hein. Donc c'est vraiment la somme des forces extérieures qui s'annulent. Et ben, ça me donne un système dit à l'équilibre. Alors en fait, il y a deux types de systèmes à l'équilibre. Il y a le système isolé, sur lequel il n'y a aucune force. Donc forcément, la somme des forces fait 0 s'il ne subit absolument aucune force. Voilà. Alors ça n'existe pas vraiment dans l'univers, un système qui subit aucune force. Il y a toujours présence de force. Mais parfois, on peut supposer qu'un système va subir aucune force. En tout cas, on peut négliger toutes les forces qu'il va subir parce qu'elles sont tellement faibles qu'elles sont négligeables. Donc voilà. Mais on va aussi avoir une réflexion, souvent on va se dire, supposons que le système soit isolé, et donc ça va être une démarche théorique, et ça va nous permettre de faire pas mal de comprendre pas mal de mécanismes. Donc voilà, le système isolé, aucune force. Et un deuxième type de système à l'équilibre, ça va être le système pseudo-isolé. Et ben, c'est un système donc, qui est soumis à des forces, mais ces forces vont s'annuler, donc ça va donner somme des forces égale 0. Donc les deux sont des systèmes à l'équilibre. Alors avant de vous donner le principe fondamental de la statique, je vais vous présenter une petite question, et justement, pour répondre à cette question, eh ben, en fait, il faudrait connaître le principe fondamental de la statique. Imaginons, vous avez ici un lanceur de poids qui va prendre une balle accrochée à un câble, et qui va faire tourner cette balle très très vite. Et puis à un moment donné, la balle va arriver au point P, et il va lâcher la balle. Et la question est de savoir quelle est la trajectoire de la balle. Est-ce qu'elle va suivre la trajectoire 1, 2, 3, 4 ou 5? Alors je donne 2-3 petites précisions. On va supposer qu'on tourne à vitesse constante, et que lorsqu'on arrive au point P, eh ben, on lâche instantanément la balle, et on veut savoir dans quelle direction on va partir. Je vous laisse une seconde pour mettre pause, et je vais répondre tout de suite à la question. Donc pour répondre précisément à cette question, il faudrait connaître le principe fondamental de la statique. Là, je voudrais qu'on réfléchisse plus ou moins plutôt côté intuition. Imaginons que donc on veuille tracer la vitesse tout au long de la trajectoire circulaire avant de lâcher de la balle. Donc, on sait que la vitesse est tangentielle à la trajectoire. Donc, si je la représente ici, ou là, je vais tracer des vecteurs tangentiels. Et si la vitesse est constante, la vitesse de rotation est constante, la norme de ma vitesse ici va être la même ici, va être la même ici, et elle va être la même ici. Et donc, si ma vitesse tourne autour de mon bonhomme, ça veut dire que la direction de la vitesse n'arrête pas de changer, hein. On est tout le temps ramené vers le centre. Donc, ça veut dire qu'on a une accélération qui est constamment vers le centre. Une accélération qui doit être constante et qui doit être vers le centre pour obtenir cette trajectoire circulaire. Si au point P, je lâche instantanément ma corde, ça veut dire que d'un seul coup, l'accélération qui est vers le centre va disparaître. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de raison, il n'y a plus d'accélération, il n'y a plus cette accélération vers le centre. Donc la trajectoire, la vitesse va rester constante, elle va partir dans la direction 2, et ma balle va partir ici, cette direction-là. Voilà comment on pourrait raisonner. Alors cette accélération, vous voyez bien qu'elle est due à quoi? Elle est due au câble. Le câble qui génère une force en réalité vers l'intérieur. Et donc il y a un lien entre la force et l'accélération. On verra ça dans le principe fondamental de la dynamique. Alors, énonçons maintenant le principe fondamental de la statique. J'appellerai ça le PFS, le principe fondamental de la statique, je le note comme ça pour la suite du cours, mais on l'appelle également le principe d'inertie ou le premier principe. Encore une fois, je le noterai PFS et je mentionnerai toujours le principe fondamental de la statique, ça me semble plus clair. Alors, je l'énonce et après on va regarder un petit peu les ingrédients qu'il y a dans ce principe. Dans certains référentiels, appelés galiléens, tout système à l'équilibre, somme des forces égale 0, persévère dans l'état de repos, c'est-à-dire immobile, ou de mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire en ligne droite. Donc là, ce que je vous dis, c'est que dans certains référentiels, je mets de côté ça pour l'instant, si on prend un système qui est subi des forces, mais que ces forces s'annulent, ou qui subit aucune force, soit isolé, soit pseudo-isolé, somme des forces égale 0, alors, qu'est-ce qui va se passer? Soit mon objet est à l'état de repos, il va rester immobile, soit il va être en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il va suivre un mouvement sur une droite à vitesse constante. Comme ça, en ligne droite à vitesse constante. Donc là, il y a vraiment une équivalence
entre somme des forces égale 0, c'est équivalent à vitesse égale 0 ou vitesse égale constante. Par contre, on peut lire dans l'autre sens, hein, vitesse égale constante, ça va impliquer que la somme des forces égale 0, vitesse égale 0, ça va impliquer que la somme des forces extérieures est égale à 0, mais en aucun cas, si j'ai somme des forces égale 0, je sais que la vitesse est égale à 0 ou que la vitesse est constante. Je sais que j'ai soit ça, mais je ne peux pas trancher, il faut un élément supplémentaire. Donc c'est une équivalence, et c'est un principe, il n'est pas démontré, hein, il est juste vérifié partout dans l'univers, on sait ça. Ok, alors faites attention, notez bien que c'est la somme des forces extérieures qui intervient, les forces internes n'interviennent pas dans ce principe. L'autre point que j'ai mis de côté pour l'instant, on va y venir, c'est dans certains référentiels, appelés galiléens. Donc ça ne va pas être valable partout, mais ça va être valable dans certains référentiels, les référentiels galiléens. Donc il va falloir que je vous définisse ce que c'est qu'un référentiel galiléen. Là, vous allez voir, il y a une petite entourloupe, puisqu'un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel le principe que je viens d'énoncer est vérifié, est vrai. On appelle ça aussi des référentiels inertiels. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur ces référentiels, je vais juste m'étendre maintenant, mais pas longtemps, parce que ça ne va pas être le cœur de ce cours. On va toujours supposer pratiquement qu'on est dans un référentiel galiléen. Un référentiel galiléen, c'est typiquement le référentiel terrestre. On peut considérer qu'il est galiléen si on fait des expériences qui sont relativement courtes dans le temps. Vous verrez cette notion plus précise quand vous verrez justement les objets qui tournent. Donc la mécanique du solide vous amènera à voir qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans un référentiel galiléen, et donc comment on passe d'un référentiel galiléen, dans lequel ça c'est vrai, à un référentiel non galiléen. Encore une fois, on ne va pas s'intéresser à ça, et notre référentiel terrestre, tant qu'on fait des expériences courtes, sera considéré facilement comme un référentiel galiléen, en première approximation. Et alors, il y a une propriété qui est vraiment bien, c'est que si vous trouvez un référentiel galiléen, et tout référentiel qui sera en translation rectiligne uniforme par rapport à ce référentiel sera également référentiel galiléen. Donc imaginons que le référentiel terrestre soit un référentiel galiléen. Si vous faites rouler une voiture à vitesse constante, direction et sens constant, hein, donc vitesse constante ça veut dire norme, direction et sens constant, votre voiture sera également un référentiel qui sera galiléen. Ça c'est une chose que vous pouvez retenir par contre, et vous approfondirez ça vraiment dans un cours où on s'intéressera plus justement à quand on passe d'un référentiel qui est galiléen à un référentiel qui n'est pas galiléen. Pour l'instant, voilà, je m'arrête là sur cette partie et je vous donne rendez-vous l'année prochaine en mécanique du solide. Alors, un petit exemple pour étayer ce principe fondamental de la statique, un exemple vraiment très simple pour commencer, et puis après un exemple plus compliqué pour vous présenter ce qu'on peut faire avec ce type de principes fondamentaux. Donc on va imaginer une table immobile, avec deux gars qui sont en train d'essayer de la pousser avec une force qui est vraiment collinéaire, mais en fait opposée, hein. Ces deux forces sont opposées. Donc on a deux forces de poussée, de forces opposées, et puis on va avoir, si on rajoute le bilan des forces, on va avoir le poids qui va agir, et ce qui va compenser le poids, la réaction normale du support, la réaction du sol. Alors ce terme normal, je vous conseille de bien l'écrire, parce qu'à chaque fois qu'on aura une réaction, elle sera toujours normale au support. Là, j'ai fait exprès, j'ai pas mis réaction du sol, j'ai mis réaction normale au support. Effectivement, ça correspond à la réaction du sol. Donc, si j'applique le principe fondamental de la statique, je vais dire, je sais que ma table est immobile dans mon référentiel, et donc je sais que la somme des forces est égale à 0. Donc, si je fais la somme de mes forces, le poids, la réaction du support et mes deux forces de poussée, je sais que ça doit faire 0. Donc j'en déduis que les forces de poussée horizontales, les deux seules forces qui sont horizontales, doivent s'annuler 2 à 2, et mon poids et mes réactions du support doivent s'annuler également. Donc, en gros, la somme de tout ce qui est vertical fait 0, et la somme de tout ce qui est horizontal doit faire 0. Voici ce que me permet de dire le principe fondamental de la statique. Alors ça paraît en fait assez simple et assez évident, hein, mais il faut quand même que j'ai quelque chose pour le dire, hein, et c'est ce principe qui me permet de dire que j'ai ça. Vous remarquez ici aussi que j'ai mis que ça implique ça, dans ce sens-là, mais je n'ai pas mis le signe équivalent, hein, j'ai mis qu'une équivalence dans un sens, ça implique ceci, mais on a vu que ça n'implique pas forcément que la vitesse est constante, que la vitesse est égale à 0, ça pourrait dire que la vitesse est constante. Deuxième exemple qui va être plus intéressant, imaginons maintenant que j'ai un hélicoptère qui se balade à vitesse constante et qui subit déjà deux forces.
son poids et une force de frottement qu'on va considérer ici comme constante. Donc la force de frottement, je la note petit f, et le poids, je la note grand P. Il va donc, pour que mon hélicoptère se déplace à vitesse constante, c'est parce qu'il a l'action des pales qui va permettre ce mouvement. Donc cette force que je vais noter ici, ça c'est l'action des pales, je vais la noter grand F. Et la question c'est finalement que vaut grand F. Il faudrait que j'identifie grand F. On va supposer qu'on connaît grand P et qu'on connaît petit f. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je sais que j'ai une vitesse constante. Donc si j'applique le principe fondamental de la statique, j'en déduis que la somme des forces doit être égale à 0. Donc si je prends P plus F plus grand F, ça doit faire 0. Je peux le représenter graphiquement en mettant que P plus F plus grand F doit faire 0. Voilà, ça c'est représenté. Et vous avez le droit, je vous rappelle, de prendre vos vecteurs et de les déplacer. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en tout cas, ça permet de bien comprendre les choses. Il faut que P plus F plus grand F fasse 0, c'est-à-dire fasse un triangle. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que grand F doit compenser petit f et P, donc grand F est égal à moins F moins P. Alors, je veux calculer deux choses. Je vous rappelle qu'on considère qu'on connaît P et petit f. Je voudrais calculer l'intensité de f, par exemple. Pour calculer l'intensité de f, je vais me servir de cette représentation. Je vois que ça forme un triangle rectangle. Je sais donc, d'après mon copain Pythagore, que f, c'est la racine de la norme de p au carré plus la norme de f au carré. Donc racine de norme de f carré plus racine de p au carré. Et ça me permet de calculer la norme. Vous voyez que là, j'ai retiré la flèche, donc je parle de la norme. J'aurais pu mettre les symboles normes, mais c'est sous-entendu, je ne l'ai pas indiqué, parce que je le sous-entends. D'ailleurs, ici, je l'ai mis précisément, mais j'aurais très bien pu le sous-entendre également. Une fois que j'ai la norme, je suis content, mais moi j'aimerais connaître également dans quel, finalement, j'aimerais en apprendre un peu plus sur ce vecteur, et une chose qui serait intéressante, c'est connaître l'angle ici, sous lequel agit la force F, donc l'angle θ. Je vais utiliser encore des maths pour calculer ça. Si je prends côté opposé sur côté adjacent, je vais connaître la tangente de θ. Donc la tangente de θ, c'est la norme de P divisée par la norme de F, ce qui me permet de calculer θ. Voilà un exemple typiquement de ce que vous devez savoir faire à la fin de ce cours, savoir calculer, faire un bilan des forces, être capable de regarder la géométrie des forces et calculer l'intensité d'une force, l'angle sous lequel agit cette force. Voilà ce qu'on vous demande de savoir faire et ce que nous permet de faire le principe fondamental de la statique. Ici, faites attention, c'était un cas où on n'était pas immobile, on était à vitesse constante, mais j'ai quand même appliqué ce principe fondamental de la statique qui est valable lorsque la vitesse est constante.